5e jour de mer, la mer hausse le ton anthracite, 40 nœuds, un tout petit bout de voile à l'avant, et on file avec la houle aux fesses, plein pot, et tout va bien. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Navigatrice aguerrie et auteure passionnée, Sandrine Pierrefeu a fait de la mer son terrain de jeu et de la plume son outil de partage. Elle a vécu d'innombrables aventures en haute mer et a une approche presque organique de la navigation, se fiant à son corps et à ses sens pour sentir le bateau et les éléments. Son amour pour la mer se reflète dans son œuvre littéraire où elle partage 10 ans de sa vie de marin et de capitaine, accueillant à bord des montagnards, des alpinistes, des artistes et des slackliners, tous unis par la quête de l'inaccessible. Le sens de l'aventure entre mer et montagne, avec Sandrine Pierrefeu, ça commence dès maintenant. Et pour m'aider à faire grandir le podcast, il est super important que vous laissiez sur Spotify une petite note juste sous cet épisode pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me permettra de le faire découvrir sur la plateforme à d'autres auditeurs et auditrices qui ne le connaissent pas encore. Merci beaucoup. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et merci infiniment d'être l'invitée du camp de base. Merci de me recevoir. Alors aujourd'hui, on va faire le lien entre la mer et la montagne. Mais d'abord, je vais vous poser la question que je pose à tous les invités du camp de base. C'est où, vous, votre camp de base ? Il est composé de quoi ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Il est sous le ciel et sur la mer, mon camp de base. Donc il bouge en permanence, vers le haut, vers le bas. Il a un ciel dessous, ce sont les abysses. Et il est baigné par le soleil du matin jusqu'au soir et par les étoiles et la lune du soir au matin et quelquefois la brume, et je m'en lasse pas. L'outil de navigation qui vous permet de ne jamais perdre l'horizon, là où vous allez, quel est-il ? C'est une question que je peux poser qu'à vous, capitaine d'un bateau et navigatrice. Alors je vais vous répondre avec une anecdote. Un jour, des gens ont voulu savoir comment les marins barraient. Barrer, c'est diriger un bateau. Ils ont pris quelqu'un qui était très très fort, ou quelqu'une qui est très très forte, je ne connais pas le genre de la personne, mais qui était champion olympique, et ils lui ont bandé les yeux. Et la personne a continué à barrer de manière très très précise. Ils lui ont bouché les oreilles en pensant que c'était avec le vent que la personne se débrouillait pour continuer à orienter son navire par rapport et ses voiles par rapport à la direction qu'il voulait obtenir. Ça marchait toujours aussi bien. Et ensuite, ils l'ont fait asseoir sur un coussin d'eau. Et là, la personne a perdu ses repères. Tout ça pour dire que pour se diriger, pour sentir la mer et le vent, on le sent avec tous nos sens, mais beaucoup avec le corps. Le corps collé au bateau qui lui-même est immergé dans l'eau. Donc votre corps est votre meilleur finalement outil, c'est ça que Oui, j'entends ? parce qu'en fait on sent le bateau avec ses fesses, avec ses pieds, avec son corps. Alors aujourd'hui on se retrouve autour d'un livre qui est aussi un prétexte pour qu'on se retrouve, qui s'appelle La matelote et les funambules. Est-ce que vous pouvez tout d'abord parler de ce livre ? Oui, bien sûr, avec plaisir.
Ce livre est comment dire, un fil rouge qui traverse 10 ans de ma vie de marin. 10 ans de navigation avec des candides de la mer. On est toujours le candide de quelqu'un. Et j'ai beaucoup accueilli sur les bateaux sur lesquels je travaillais des gens qui n'y entendaient goutte, mais qui venaient là pour un but différent. Et notamment, comme j'ai eu la chance d'aller beaucoup dans le Grand Nord et un peu dans le Grand Sud, des montagnards, des alpinistes, des artistes, des slacklinerneuses qui espéraient que grâce au navire, on puisse les amener dans des lieux qu'il n'y avait aucun moyen d'atteindre autrement. Et c'est cette rencontre que j'ai voulu mettre en scène pendant 10 ans, des évidences croisées. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont évidentes pour des montagnards et absolument pas intelligibles pour des marins. Et inversement, pour ces montagnards qui mettaient les pieds sur les bateaux, quelquefois pour faire 10 jours de mer, 5 jours de mer, dans des conditions pas forcément faciles, par exemple, il était évident qu'on allait s'arrêter la nuit pour dormir. Et pour nous, il était évident que non, il fallait travailler la nuit. Et de la même manière, quand on longe une falaise ou qu'on traverse des paysages, les montagnards avaient un regard sur le caillou qui était extrêmement différent d'une autre, qui cherchions des endroits où on pouvait s'abriter, qui regardions comment le vent allait accélérer, et eux, ils grimpaient déjà sur ces faces magnifiques. Donc il y a une première différence que vous évoquez, oui. C'est celle du regard entre la mer et la montagne. Est-ce que vous voyez d'autres différences ? Moi, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit que c'était rigolo, toutes ces synergies entre les mots. Il y a beaucoup de termes qui reviennent, des moyens, notamment avec les cordes, de monter au mât. Voilà, il y a tout ça qui revient, qui fait que quand on est montagnard, on se retrouve très bien dans votre livre. Mais quelles sont les autres différences entre cette mer et cette montagne ? J'ai presque envie de vous répondre en vous parlant des éléments qui nous cousinent. Je crois que déjà, de tenter d'accéder à des lieux qui sont inhospitaliers à notre espèce, ça, c'est vraiment un point qui nous rassemble. On n'est ni des poissons, ni des albatros, ni des aigles, ni des bouquetins. Et on usurpe finalement notre espèce en tentant d'aller dans des parages où on n'est pas naturel. Et ça implique énormément de technique, d'humilité, de réactivité, d'observation et de préparation. Il y a un grand marin qui disait on est obligé de se préparer au maximum, mais si on va passer dans le Grand Sud, c'est la grâce, c'est la chance. Et j'ai l'impression, à force de côtoyer des montagnards, des alpinistes, que en haute montagne, c'est pareil. Il faut mettre toutes les chances de son côté, mais si ça passe, c'est aussi que on a la chance que ce jour-là s'est passé. Mais on ne peut pas en tirer gloriole, on ne peut pas s'enorgueillir de ça, parce que c'est passé, mais une autre fois, avec la même préparation, ça aurait pu ne pas passer. Et je pense vraiment, si les montagnards font souvent de très bons marins, je crois que c'est parce qu'ils partent avec ce postulat que tout n'est pas entre leurs mains. D'accord. Vous l'avez pratiqué, vous, la montagne ? Je suis une piètre skieuse, une grande admiratrice. J'ai passé un petit peu de temps à marcher dans l'Himalaya, un mois ou deux par-ci par-là. Mais c'est des pratiques de montagne à vache ou en tout cas de touristes. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup apprendre le ski de randonnée. Vous avez un sommet ou quelque chose qui a retenu votre attention ? Non, les sommets, je les regarde, mais pour moi, c'est inaccessible. Mais simplement rôder autour et observer la lumière tourner dessus, c'est déjà, ou m'en approcher un peu, c'est déjà une grande joie, un grand émerveillement. En parlant de camp de base, il y a un chapitre de votre livre qui en prend le nom. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait qui a retenu justement mon attention ? Avec plaisir. Orion est leur camp de base. Ils ont besoin de nous pour les mener au bon mouillage,
les déposer à terre et les aider à porter le matériel jusqu'au pied des parois. Dans la limite de la sécurité de l'expédition maritime dont nous sommes garants, la goélette et nous sommes à leur service. Mike, Romuald et moi avons déjà navigué sur des voiliers à passagers et participé à d'autres expéditions avec des alpinistes. Nous sommes habitués à servir d'autres enjeux que ceux du voilier ou de la mer. Pas Fred. Depuis que nous avons quitté le large, il se cabre. C'est rigolo pour un alpiniste d'avoir un camp de base dans un bateau. Bah oui, ça leur fait drôle, souvent. Il y a toute une série préparatoire dans ce livre où on comprend qu'il y a une préparation à partir en navigation. Ça veut dire quoi, se préparer à aller en mer, à traverser, à naviguer, à ne voir personne, à vivre dans un espace clos? Qu'est-ce que c'est que cette préparation d'un marin qui part en mer? Alors, il y a une partie de la préparation qui est toute une vie, d'observation du ciel, d'observation de la météo, d'expérience. On se fait une sorte de bibliothèque de ciel, par exemple. Tiens, on a déjà vu un ciel comme ça, et après, il s'est passé ça. Donc, il y a toute une préparation qui est de l'ordre organique et de l'ordre de l'environnement. Et ça, je pense que même si on en parle peu, les montagnards également ont ça. Tiens, tel rocher, tiens, telle texture, un doute, parce qu'on a déjà vu ça. Donc ça, je dirais, c'est à part un peu de votre question, mais c'est vraiment très important. Après, il y a la préparation du navire. C'est mettre toutes les chances de son côté pour que tous les appareils fonctionnent, que le navire soit intègre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fuite, de prise d'eau, que le mât tienne, moi je fais beaucoup de voile, que le mât tienne debout, voilà, donc il y a vraiment cet aspect-là, aussi bien électronique que plombier, vous voyez. Et ensuite, il y a une préparation précisément pour cette navigation-là, c'est-à-dire les cartes, les statistiques de vent ou de mer par rapport à cette zone, à cette période. L'atterrissage, comment ça va se passer à l'arrivée, est-ce qu'il y a, là en l'occurrence, est-ce qu'il y a un courant qui amène des glaçons? Par exemple, quand on arrive au sud du Groenland, les instructions nautiques, c'est nos bibles, disent, voilà, il faut ne pas monter tout droit le long de telle ligne et contourner pour ensuite monter, parce que cette zone-là, du fait des courants marins, est toujours très encombrée. Comme elle est encombrée de glace, il y a de la brume. Donc voilà, il y a aussi des instructions, il y a une documentation, et il s'agit réellement de s'en imprégner. Et enfin, il y a l'aspect réglementaire. 24 heures avant d'arriver au Groenland, j'appelle la radio, je dis que, etc. Donc en fait, il y a plein de métiers qui sont mis en œuvre dans une navigation un peu au long cours de cette manière-là. Vous avez commencé à naviguer depuis l'enfance. Pourquoi cette passion pour la mer? Je ne sais pas si c'est une passion ou une nécessité. On croise parfois un élément ou une activité qui fait sens immédiatement et dont on pressent, même bébé, j'allais dire, que on ne pourra pas s'en passer, qu'on ne pourra pas faire sans. Je crois sincèrement, et sans essayer de construire une histoire, je crois vraiment qu'il me serait difficile de me passer de la mer. Ça peut être de la côte, simplement, je vais tous les jours voir la mer, voir m'y baigner ou faire une activité dessus. Peut-être comme certaines personnes qui ont toujours vu la montagne se sentent vraiment tout nus s'il n'y a pas un sommet à portée de vue. C'est plutôt de cet ordre-là en ce qui me concerne. Après, en faire un métier ou pas, c'est presque secondaire. Mais il est advenu pour moi de manière réellement très très claire et physique que sans la mer, en fait, je perds les pédales. Et quand ça va pas, je m'immerge dans la mer et ça va beaucoup mieux. Ça m'accorde comme un instrument de musique. Et j'ai l'heure de croire que c'est physique. Nous sommes énergie et matière. On est du vide mu par une sorte d'énergie. Et quand je me trempe dans la mer, j'ai le sentiment, la sensation plus que le sentiment, qu'en fait, il y a quelque chose d'énergétique qui se recale. Est-ce que vos parents aussi avaient cette nécessité de la mer? Alors,
Ma mère, pas du tout. Elle, ce serait plutôt la montagne si elle avait eu tout à fait le choix de sa trajectoire, hein. Mais elle est d'une génération où on suivait plutôt ses maris, hein. Mon père a oui, une relation très, très, très fusionnelle avec la mer, un peu différente de la mienne, mais il n'empêche que c'est lui qui m'a amenée à la mer très jeune, puisqu'il vivait sur un bateau en Polynésie. Il s'est mis à vivre sur un bateau quand j'avais 11 ans. Ok, Et il a toujours ce bateau, c'est notre maison de famille. d'accord. Donc une maison en mouvement. Oui, plus ou moins, mais en tout cas qui flotte. Ouais, mais qui n'a pas de lieu, c'est rigolo parce qu'en général, avec le terme maison de famille, on a le territoire qui va avec, on a des attaches familiales, on a l'arbre au fond du jardin, on a le petit portail. Vous, c'est un territoire en mouvement. C'est ça, une bulle. Ouais. Et alors, votre enfance, elle s'est faite au bord de la mer? Mon enfance a été voyageuse, réellement. Il y a souvent eu de la mer dedans, mais pas toujours, parce que les 4 ou 5 premières années, c'était en Mauritanie. Il y avait pas, on était plutôt à l'intérieur des terres. À partir de là, oui, il y a toujours eu de la mer. Donc oui, on peut le dire, l'enfance, ça commence quand? Ça commence à 3 ans, je pense. Allez. De manière Oui, très- oui, globalement, il y a quand même eu toujours de la mer. Et ensuite, j'ai fait sport-études planche à voile. Donc assez jeune, à 12-13 ans, en fait, j'en ai fait une activité centrale de mon quotidien. D'accord. Alors, quand Gléna m'a invité à vous rencontrer en m'envoyant le résumé de votre livre, je me suis tout de suite dit, ah, c'est incroyable, ça me fait penser à Anita Conti. Est-ce que vous la connaissez? Oh bah oui, je la connais. Anita Conti, pour les auditeurs et auditrices qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui, au milieu du XXe siècle, décide que le milieu maritime, qui est un milieu d'hommes, eh ben, elle va y accorder du temps. Elle monte sur des bateaux en chemisier et en jupe. C'est pas un problème pour elle. Et elle est un peu au milieu d'un monde qu'elle décrit comme quand même assez rude, au milieu de marins assez rudes, dans des conditions extrêmement difficiles. Et elle va être une pionnière de l'océanographie et justement de la compréhension des courants marins et de ce qui s'y trame. Est-ce qu'il y a des femmes qui, dans votre parcours, vous ont inspiré? Est-ce qu'il y a des femmes que vous avez lues? Il y a des aventures que ces femmes ont vécues que vous auriez aimé vivre aussi? Ouais, il y a énormément de femmes très, très, très inspirantes en prenant simplement Catherine Poulain et le Grand Marin qui a été pêché autour de l'île de Kodiak et qui a fait un livre absolument magnifique récemment. Mais il y a également toutes ces pionnières. Anita Conti, c'est une référence. Ella Meillard, qui était navigatrice à une époque où les filles de bonne famille ne pratiquaient pas ce genre d'activité, en tout cas pas en tant que capitaine. Oui, c'est inspirant, c'est joyeux. Ce qui me plaît également, c'est la manière dont elle parle de la mer. On a surtout entendu des paroles sur la mer qui venaient des hommes, puisque ce sont les hommes principalement qui étaient marins jusqu'à il y a très peu de temps. Et là, on avait enfin une parole de l'intérieur sur la mer, une parole féminine. Et ce lien que les femmes ont à la mer, ce lien organique, avec l'élément non humain mer, il est très différent finalement du lien qu'ont les hommes avec cette mer. Il y a tout un rapport, c'est très intéressant. Ces femmes qui attendaient en tout cas, ces femmes de marins, et les hommes étaient embarqués par la mer. Il y a un lien comme ça de jalousie, et là, c'en était complètement dépourvu. On avait une autre manière de regarder la mer, et ça, c'est merveilleux. C'est très intéressant, je trouve. Les femmes, ça fait pas si longtemps que ça qu'elles sont autorisées à mettre le pied sur un bateau et à participer justement à ce maritime, à ces navigations. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques dates pour qu'on se rende bien compte? Alors en premier, on pourrait dire qu'il y a eu des femmes, souvent beaucoup, mais qui étaient invisibilisées. Il y a eu beaucoup par exemple, de pêcheuses. En Patagonie, c'était les femmes qui se mettaient nues et qui pêchaient les coquillages. Ah oui. Il y a les amas au Japon, des femmes pêcheuses qui allaient nues. Et en fait, comme dans toute l'histoire de l'humanité, les femmes ont beaucoup été invisibilisées et les femmes marins également. Mais globalement, en
en marin professionnel, ça fait très peu de temps, l'inscription maritime, qui est en fait le système professionnel des marins. En France, il a été réservé aux hommes jusqu'en 1966. La première femme admise à l'école, on appelle ça l'hydro en fait, à l'école de marine marchande, c'était en 1973 en France, et la femme s'appelait Alix Doja. Donc on pressent que c'était sur un malentendu qu'elle a été acceptée. Et en 1994 seulement, une femme a été acceptée à l'école des officiers de la marine française. Donc c'est tout récent, et aujourd'hui il n'y a que entre 1,5 et 2% des marins professionnels dans le monde qui sont des femmes. Alors ça bouge, il y a plusieurs bateaux traditionnels en Bretagne par exemple qui sont avec des équipages féminins, et c'est pas un choix, c'est parce que dans le recrutement il y avait autant de femmes que d'hommes, et il y avait des femmes qui étaient plus disponibles ou plus compétentes, donc ça bouge. Moi ça fait 12 ans que je suis professionnelle, ça a énormément bougé. J'entendais il y a quelques jours que sur des très gros navires marchands, certains capitaines préféraient des femmes chef mécano, qui est vraiment le poste principal juste après le capitaine, évidemment, puisque c'est la machine qui meut le bateau, donc c'est très important que la machine fonctionne, parce que les femmes cassent pas, ont pas l'habitude de casser les machines, elles y vont différemment, dans le respect de la machine. Donc il y a énormément de choses qui changent, mais ça change en partant de très très loin. Donc pour nous, femmes, c'est une réelle avancée et aventure de rentrer dans l'entre-soi masculin du monde maritime. Vous avez parlé de bateaux traditionnels. Ça fait écho pour moi à la charpente traditionnelle, qui est notamment une charpente à la hache et non pas avec des gros outils de débit. La question que ça me pose, c'est comment est-ce qu'un capitaine choisit son bateau ? C'est une très très belle question. Avec le cœur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai choisi, avec le cœur, parce qu'on entretient un rapport quasiment... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, parce que je ne peux pas parler pour tout le monde, j'entretiens un rapport quasiment animiste avec mes bateaux. Enfin, mes bateaux, pas les miens, mais ceux avec lesquels je navigue. Et du coup, il faut que le bateau me plaise, que je ressente quelque chose pour ce bateau, qu'il soit beau, que j'ai envie d'aller dessus, qu'il ait une ligne élégante, qu'il soit... En général, les marins disent que l'élégance, c'est vrai pour les nœuds, c'est vrai pour plein de choses. La beauté est signe d'efficacité. Une belle ligne. Voilà, souvent les bateaux moches, c'est des bateaux qui fonctionnent pas bien, qui marchent pas bien. Donc moi, j'ai un rapport un peu esthétique et puis aussi, comme pour le ciel, d'expérience. J'ai envie que le bateau me plaise. J'ai besoin qu'il y ait des livres à bord. C'est très important pour moi, la bibliothèque sur un bateau, parce que ça signifie aussi comment il a été mené. S'il y a des livres s'il y a des livres, déjà pour moi c'est bon signe. Ça veut dire que je vais m'entendre avec l'équipe. Enfin voilà, il y a tout ça. L'équipe et le projet. Donc le navire en premier, les livres, l'équipe, voilà. Le projet pour lequel je rallie l'équipage ou le navire. Parce qu'il y a des fois, je suis juste matelot, hein, moi je m'en fous d'être capitaine ou pas. Et voilà, la destination, etc. Ça, c'est le pilote automatique. Je suis dans ma cabine. On a enfin éteint le moteur après 24 heures. C'est fou ce que c'est fatigant, ce bruit de moteur. Et demain, à la même heure, on devrait être dans un sacré coup de vent. Mais bon, on a passé la moitié du chemin. Pour fêter ça, on a ouvert une bouteille d'Aberlour, whisky écossais que j'avais apporté exprès, et on a jeté une bouteille à la mer, avec un message en 3 langues, l'anglais, le français et le russe. Glissé dans un sac étanche, glissé dans la bouteille de whisky précédente, scellé au Chatterton. Bonne chance. Votre livre,
il s'appuie sur des personnages que vous avez rencontrés, mais ce sont des personnages fictifs dans le livre. Vous m'avez dit quelque chose de très beau en préparant cette émission. Vous m'avez dit « Ce qui se passe sur le bateau reste sur le bateau ». Est-ce que vous pouvez me parler d'une aventure que vous avez choisie avec ces 3 critères d'équipe, de projet, de bateau, qui vous a particulièrement marqué ces 12 dernières années? Oui, ça a été l'objet du livre précédent chez Glénat qui s'appelle Partir 66 degrés nord. Et c'était, je débarquais d'un bateau, je devais aller jusqu'au Groenland avec un bateau. Et je suis tombée sur un capitaine indélicat, voire pervers et dangereux. Donc j'ai débarqué en Islande au lieu de continuer. Donc je me suis retrouvée en mars, donc ça veut dire neige, blizzard, un endroit épouvantable, très très sombre, dans un port d'Islande. Et j'avais pris contact avant avec un capitaine là-bas qui faisait du ski, sail and ski. Et je l'ai rencontré, je lui ai demandé de m'héberger sur son bateau parce qu'il y avait un petit break entre les tournées pour aller emmener des skieurs dans les fjords. Et là, ça a été une très très belle rencontre avec un monsieur qui s'appelle Siggy, que moi je surnomme le Père Noël. Et l'année suivante, j'ai passé mon diplôme de capitaine de 100, c'est un diplôme assez humble mais qui suffisait. Et je n'ai postulé qu'à un job, c'était travailler pour lui. Et l'année suivante, j'ai été prendre ce bateau-là et on a été au Groenland ensemble d'abord, puis il m'a laissé aller au Groenland avec ce bateau en tant que capitaine et c'était mon premier job de capitaine. Ok, j'ai du mal à réaliser, en connaissant pas ce milieu, comment est-ce qu'on peut trouver des jobs de capitaine? Il y a un LinkedIn du capitaine, il y a un site internet pour mettre en lien des bateaux, des projets des capitaines. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est encore un milieu où on fait beaucoup de choses par la rencontre et non pas par le numérique? Comment ça se produit? Parce que par exemple, les guides de haute montagne, en fait, il y a une liste au bureau des guides, on part avec un guide, il y a peut-être parfois des projets qui viennent les titiller un peu, mais dans ce qu'on fait à l'heure actuelle, il y a beaucoup de projets qui en fait sont répétitifs. Comment est-ce qu'on trouve le projet qui nous convient quand on est capitaine et surtout qu'on a aussi besoin de remplir entre guillemets la marmite, quoi? Alors, il y a des systèmes, il y a des sites, mais pour les lieux qui m'ont intéressée ces 10-12 dernières années, c'est-à-dire l'Arctique ou l'Antarctique, c'est un tout petit milieu, mais en fait, on se connaît un peu tous. Du coup, quand il y a un job où l'info circule entre nous, marins, par téléphone, est-ce que tu serais libre? Là, il y a un capitaine qui vient de se casser une guibole, on a besoin de quelqu'un dans 15 jours. Tiens, vous savez, on cherche un cuistot pour tel endroit, c'est un chouette bateau. Ça fonctionne beaucoup. On a croisé à l'escale à Isafjord ou à l'ancre, quelque part au Groenland, un bateau. On s'est invité à bord, on a visité les bateaux, on a pris nos coordonnées. Voilà, c'est un tout petit milieu, je pense, comme les expéditions en montagne. Ça n'empêche pas qu'il y ait des sites, mais je pense que la face cachée de l'iceberg, c'est plutôt le relationnel. Les élections européennes vont bientôt avoir lieu. Ça nous pousse à nous rappeler notre identité française et européenne. Est-ce qu'on peut dire qu'un capitaine qui navigue dans le monde entier, il se sent d'une nationalité particulière? Par la force des choses, on véhicule une culture. Oui. On s'y rend du compte très très tôt en allant, déjà en vivant à l'étranger, en allant en Australie quand j'étais toute jeune, je devais avoir 20 ans, c'était mon premier voyage solo. Et j'étais accueillie dans une famille et on est tout de suite passé à table, on n'a pas fait d'apéritif pour se rencontrer avant de manger. Et ça m'a énormément surprise. Ça paraît être une anecdote, mais en fait, on trimballe avec soi une culture. Et du coup, que ce soit sur un bateau ou pas, on a chacun notre manière d'habiter la mer, de la traverser et d'être aux escales. Donc je pense qu'à la fois on est citoyen, ça paraît idiot de dire ça, mais on est citoyen de l'océan et de la planète, mais on le fait d'une façon qui est très typée par du fait de notre langue, qui modèle notre pensée, et du fait de notre culture. Oui, pour moi c'est évident, oui. On va reprendre un peu sur la mutinerie. Donc c'est comme ça que je l'avais appelé, c'est pas ça, mais vous parlez de ce capitaine indélicat. Il y a un passage dans votre livre que j'ai noté qui s'appelle
mise au point ou la mise au point. Est-ce que vous pourriez nous en lire un passage ? Pour moi, en cherchant toujours cette différence entre mer et montagne, ou en tout cas ces concordances, quand on est accroché à une corde avec des individus, on ne peut pas les quitter. C'est ce que vous avez fait parce que vous étiez en danger dans le Nord. Je trouvais ça intéressant que vous nous lisiez ce passage. Je débarque si Fred n'écoute pas mon avis et navigue ici comme en bête Saint-Tropez. Quelle mouche te pique ? Pas des mouches, des moustiques, mais ça n'a rien à voir. Il est temps, pour moi, de caler la suite du voyage. Je n'aime pas du tout la manière dont ton skipper se comporte avec nous. Pour ça, on va se débrouiller. Ce ne sera pas la première fois qu'on déboulonne un malotru. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont il a foncé dans la brume en arrivant ici. Tu m'as embauché pour mon expérience dans la glace. S'il n'applique pas ce que je préconise, je n'ai rien à faire à bord. Hop hop hop, on se détend. Si tu veux couler Orion sur un glaçon ou le coller sur un haut fond, c'est ton problème, Mia. Moi, je veux pas voir ça. Tu nous lâcherais ? Oui, et sans état d'âme si tu fais pas ce qu'il faut. La première fois que nous nous sommes rencontrés, tu hésitais à venir naviguer ici. Tu cherchais quelqu'un pour te conseiller. Je t'avais prévenu. Les cartes ne sont pas fiables au Groenland. Si tu sors des zones sûres, tu peux te planter. Sur la côte est, au milieu d'un fjord de 1000 mètres, je suis tombée sur une roche affleurante. À 8 ou 10 nœuds, ça peut te coûter ton canot. Alors, soit tu convaincs Fred de naviguer autrement, soit je dérape. C'est une mutinerie ? Je ne fais pas 1 mille de plus à bord dans ces conditions. Je me débrouillerai pour rentrer sans Orion. Je peux même passer sur le bateau d'à côté, il leur reste une bannette. Ok, allons parler à Fred. Niette, tu t'y colles toute seule, il ne m'écoute pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette séquence, sans en parler dans peut-être la réalité, mais de qu'est-ce que ça dit du monde maritime et de la manière de naviguer suivant les... Alors, je ne sais pas si on peut dire les territoires maritimes dans lesquels on se trouve, mais suivant les latitudes, certainement, suivant les zones. Qu'est-ce que ça raconte de ça ? Ça raconte d'abord, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de raconter d'abord, le fait que dans cet entre-soi masculin, très souvent, les femmes doivent faire 3 fois plus d'efforts pour être écoutées et crédibles techniquement que les hommes. On fait souvent face, de moins en moins, c'est vrai, j'ai 54 ans, voilà, ça s'améliore, mais il reste que les marins professionnels femmes, quand elles sont un petit peu en confiance, vous diront toutes qu'elles doivent faire beaucoup plus d'efforts pour être crédibles. Il y a un présupposé d'incompétence, il y a ça. Vous arrivez sur un bateau en tant que femme, on met en question votre compétence, sauf si vraiment vous roulez des mécaniques. Et ça, on n'a pas tout envie de rouler des mécaniques et de mettre les gonades sur la table. Voilà. Donc c'est ça aussi que ça raconte. J'ai des amis qui ont traversé du Cap-Vert aux Açores récemment avec quelqu'un qui était co-skipper et une copine à moi lui a dit « Écoute, je ne suis pas un placard, tu me regardes quand tu me parles. » Les hommes se parlent entre eux, souvent, sur les bateaux, des choses techniques. Donc c'est la première chose que j'avais envie de dire là, c'est de dire mais en fait, c'est moi l'experte là. Lui, il n'est jamais sorti de sa zone, de ses régates. Là, je suis embauchée pour ça, donc il va falloir qu'il m'écoute. Sinon, je dérape. Sinon, je m'en vais, ça suffit. 3 fois, j'ai failli couler sur des bateaux dans des circonstances comme ça. Et ça m'agace, c'est bon, j'ai plus envie de ça. Donc c'est ça que ça raconte en premier. Et le décor de ça, c'est que y a des zones effectivement qui sont pas cartographiées ou mal cartographiées et qui imposent de naviguer autrement. Tout comme ici, je pense à la montagne, on ne skie pas pareil sur une piste et hors piste. On skie pas pareil hors piste un après-midi sur un UBAC ou sur un adret, etc. Il y a une connaissance à avoir. Et c'est pareil en mer. Vous parliez d'amis. Est-ce que le propre du marin et du capitaine, c'est pas justement le tiraillement entre rester et partir ? Alors ça, c'est vraiment un élément central dans nos modes de vie. Il y a une sorte comme ça de double vie. Il y a un vrai tiraillement, je crois, pour les marins, entre l'envie de rester, d'être près des gens qu'on aime, d'être aussi dans un élément, là encore, qui est naturel pour l'animal humain, la terre,
Et cette aspiration, mais au sens aspiration comme un aspirateur, cette aspiration, ce vortex qui vous fait rêver d'ailleurs, rêver de ces horizons qui s'ouvrent chaque jour, de ces étoiles nouvelles qui surgissent des horizons. Et là, je pense vraiment que les montagnards sont pareils. Ils sont sans arrêt attirés par ces cimes, par ces lieux inhospitaliers, ces lieux impossibles. Et quand on y est, on n'a qu'une envie finalement au bout d'un moment, c'est de rentrer. Il y a ça. Quand on est ici, on pense à l'ailleurs. Et quand on est là-bas, on n'a de cesse de penser aux gens d'ici. J'ai envie de vous lire un petit texte qui parle de ça, Bien sûr. si ça vous va. Oui, parce qu'il y a aussi des morceaux de poésie dans le livre que vous avez écrit. Oui, il y a un double texte en fait. Il y a Ouais. le texte narratif et puis il y a un autre fil narratif qui est par des textes très courts, mais je pense qu'ils disent la même chose. Ici, le large manque. Là-bas, ce qu'on aime ne sont pas. Déchirer, s'en arracher, filer vers l'horizon, franchir la ligne sombre. La mer nous ressuscite. Apaisée par la rondeur du monde, comblée par le ciel et l'onde. Seule ombre à cette félicité, l'absence des aimés. En secret, compter les jours, jusqu'au retour. Est-ce que c'est facile d'avoir une famille quand on est marin ou capitaine ? Beaucoup de marins sont divorcés. C'est difficile. C'est difficile pour ceux qui restent, évidemment. Il y a une espèce d'entente, je pense, dans l'alpinisme et chez les montagnards qui veut que on est toujours conscient du risque et on évalue le risque. Dans votre livre, vous parlez du vent, de la solitude, des courants marins. C'est quoi vos ennemis quand vous êtes au large ? L'ennemi, c'est plutôt soi-même. Mal préparé, inquiet. On n'a pas d'ennemi. La mer, c'est pas un ennemi. En revanche, le doute peut être un ennemi. La mésentente entre les gens. Du coup, la désobéissance ou le manque de discernement, le manque d'anticipation. C'est plutôt là que le diable se cache. Mais c'est pas les éléments. Quand j'ai lu votre livre, je me suis demandé comment est-ce qu'on vivait en plaine, sans horizon. Je vais pas dire impossible parce qu'il y a des gens sur cette planète qui meurent de faim, hein, et il y a des gens très malades. Donc moi je meurs pas de faim, je suis bien portante, donc voilà, tout ça c'est relatif. Mais je crois que ça me serait dans la limite de ma liberté d'être de femme riche, blanche. Ça m'est impossible de vivre loin de la mer. Il y a un aspect dont j'aimerais beaucoup qu'on parle. Donc à 19 ans, vous décidez de commencer à écrire pour gagner votre vie. Pourquoi l'écriture ? Et en fait, les auditeurs et auditrices peuvent pas voir ce qu'il y a devant moi, mais vous avez en fait une pile de papier blanc et d'imprimés de votre livre avec une très belle écriture, penchée, au stylo plume. Vous allez croire que je fais dans la facilité, mais c'est à peu près la même réponse que pour la mer. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très sensible et pour survivre, j'ai besoin de déposer chaque jour les beautés que je croise, les émotions que je traverse pour pouvoir faire de la place pour les émotions et les beautés suivantes. Certains vont sculpter, certains vont jouer de la musique, d'autres vont couper des cheveux ou tailler des bouts de bois ou je ne sais quoi, ou à danser ou chanter. Moi, c'est écrire. Depuis que je sais aligner des lettres pour faire des mots, c'est ma façon. Et pourtant, vous avez aussi une passion pour le média radiophonique. C'est pareil. Parce que en réalité, je crois que c'est le mot qui porte l'émotion, qui porte la couleur, qui porte le sens. Et je me suis rendu compte que par la radio, il y a moyen d'habiter ces mots. Et il suscite chez l'autre, c'est un mot avec un corps autour, la radio. Et je trouve ça très puissant. Je m'y retrouve plus que dans un mot avec une image à côté. Parce que je trouve qu'elle laisse plus de liberté à la personne en face.
Elle a un corps en face d'elle, elle a une espèce de, elle a un corps physique, elle a une texture, mais elle a la liberté de l'apprivoiser en fait, cette image que j'essaye de déposer. En avant de notre épisode, les auditeurs et auditrices ont pu entendre un son que vous m'avez envoyé. C'est ce qu'on appelle en fait un field recording. Il n'a pas été monté, c'est du son pur de la mer. Est-ce que ça vous arrive souvent d'enregistrer du son de mer ? Le son de mer est difficile parce qu'il y a du vent. Et le vent, pour le coup, c'est l'ennemi du preneur de son. Oui. Il nous faut souvent enregistrer l'effet du vent sur quelque chose pour témoigner du vent. Une drisse qui claque, une voile. Donc, c'est pas facile de faire du son en mer. Et là, j'ai souvent été à l'abri du vent pour enregistrer mes carnets du large. J'ai essayé aussi d'enregistrer les sons de la glace sur la coque, des choses comme ça. Après, quand on est professionnel, on est très, très accaparé par le bateau quand on est en mer, quand on est marin. On a assez peu de temps pour bagnauder, il faut se reposer, il faut s'occuper de soi, des autres. Depuis que je suis marin professionnel, je fais beaucoup moins de sons en mer. Mais ce qu'on a entendu, c'est un carnet de bord du large sur une transpacifique nord entre l'île de Vancouver et l'île de Kodiak en Alaska. Nous n'étions que 2 sur un bateau de 15 mètres, donc il n'y avait pas besoin de s'occuper de clients, de passagers. On dormait à tour de rôle et sur les plages où j'étais de quart, il y avait un très bon pilote automatique qui barrait très bien. Et là, j'avais un petit peu de temps pour vous confier les états d'âme ou les états de mer lors de la traversée. C'est ça qu'on a écouté. Vous m'avez aussi dit que vous aviez fait de la création sonore. Vous êtes aussi créatrice sonore, en plus d'être capitaine et d'être auteur. Oui, c'est un hobby. Je ne suis pas professionnelle, mais j'ai fait un petit peu de radio. Et pour les raisons qu'on a évoquées il y a quelques secondes, on écrit un peu seul, loin, dans le silence. Et puis ensuite, on jette comme ça un objet livre sans jamais finalement être en lien. Et pour moi, le média sonore, c'est une façon différente de partager des émotions ou des paysages ou des expériences ou des histoires qu'on a eu la chance de rencontrer et de les partager autrement. Notamment, il y a une création sonore qui s'appelle « Jeune et déterminée ». Et c'est une amie assez jeune, 35 ans, qui a eu un cancer, qui est très très fine, très maigre, et qui est pianiste, et qui a décidé, avant chaque chimiothérapie, de faire un jeûne. Et elle a été déboutée, on a vraiment essayé de lui faire changer d'avis parce que les docteurs étaient inquiets et elle nous a lu son carnet de maladies. Elle a inventé des musiques là-dessus et on a fait cette création sonore de 10 minutes qui s'appelle « Jeune et déterminée ». Et ça, dans un livre, ça n'aurait pas eu du tout la même puissance en fait. Donc vous choisissez en fait, en fonction de la sensibilité de ce que vous voulez raconter, vous choisissez votre média. Je crois vraiment en la radio. Je pense que si j'avais le temps, l'énergie et si je n'avais pas d'autres métiers, la radio serait mon second métier. Je trouve ça assez merveilleux et j'aime beaucoup l'idée de s'affranchir de l'image. Pour moi, c'est quasiment du low-tech. Mon grand-père écoutait la radio tous les matins et ça nous faisait rêver et j'aime bien revenir à ça. Dans votre livre, le bateau fictif s'appelle Orion. Orion, c'est aussi une constellation, et c'est aussi un bateau qui a navigué au XVIIIe siècle, un très beau bateau à voile en bois. Alors je l'ai regardé très rapidement ce matin, mais il m'a beaucoup fait penser au Vasa, qui est le bateau qui a coulé dans la baie de Stockholm après des années de construction et qui a fait 150 mètres comme ça et puis s'est enfoncé dans la vase. Pourquoi Orion plutôt pour l'histoire ou plutôt pour la constellation ? C'est pour la constellation, c'est un hommage à la navigation au sextant. En fait, jusqu'à il y a très très peu de temps, on ne pouvait traverser les mers qu'en s'intéressant au ciel et en prenant la position des astres, du soleil puis des étoiles pour déterminer la latitude et la longitude. Il y a toute une très belle histoire de la navigation astro. C'était un hommage à cette constellation aussi qui est très chouette et qu'on voit bien sous nos latitudes. Est-ce que vous avez l'impression que justement tout ce matériel technique, il va peut-être changer le regard des marins sur le ciel
est-ce qu'on continue à regarder, est-ce que les générations qui arrivent maintenant continuent à regarder autant le ciel que vous l'avez fait? Ou est-ce que justement on s'affranchit un peu de l'élément naturel pour venir ne s'accorder que de la technique? Là encore, c'est difficile de répondre de manière générale. J'aime pas généraliser les jeunes, dire les jeunes, les prochaines générations. En fait, moi, je suis éblouie par certaines personnes des nouvelles générations qui, justement, là, il vient de se terminer un tour du monde avec des anciennes technologies, le Golden Globe. Donc, il n'y a pas vraiment de généralité. Il est vrai, en revanche, que il est plus facile aujourd'hui de naviguer avec les systèmes de navigation actuels. On n'a pas besoin des étoiles. Et c'est évident que c'est un apprentissage qui prend beaucoup moins de place dans l'apprentissage technique d'aujourd'hui. Et même pour les plaisanciers, n'importe qui peut se croire capable de partir loin parce qu'il n'y a pas cette marche technologique qu'il y avait avant. De savoir se diriger avec un outil qui n'est pas très simple et des calculs qui ne le sont pas. Mais en fait, elle se passe ailleurs, la sanction. C'est la sanction naturelle. Donc, effectivement, il n'y a plus cet apprentissage-là qui bloque des gens, mais la mer est tout aussi complexe. Après, ce qui facilite réellement aussi l'accès au large, c'est l'accès à la météo, qui permet d'anticiper. Donc, n'importe qui aujourd'hui, avec des systèmes simples et pas chers, peut savoir où il est en permanence sur une carte électronique. Et n'importe qui, avec des systèmes un peu plus chers, mais tout à fait accessibles, peut aujourd'hui savoir quel temps il va faire dans les 5 prochaines heures, dans les 5 prochains jours. Et ça change réellement aussi la sécurité en mer. Est-ce qu'on peut vraiment dormir sur un bateau qui ne s'arrête jamais, sur une traversée ? Au bout d'un moment, on dort. Et selon sa responsabilité, on dort sur une oreille ou sur les deux, même si l'expression est idiote. L'expression carnet de bord, ça vient justement du monde maritime pour garder une trace de son voyage au long cours lors d'une traversée. C'est journal de bord, le vocable technique, qui est en fait un document officiel qu'il est obligatoire de tenir à jour selon un certain nombre de procédures. C'est une espèce de boîte noire du bateau. Exactement. Si on peut dire ça comme ça. Donc, je parlais tout à l'heure de toutes ces feuilles et de cette écriture. Est-ce que vous êtes une fanat de carnet et est-ce que vous avez toujours de quoi écrire sous la main ou c'est assez peu important pour vous de garder la trace de vos écrits de manière chronologique ? J'ai toujours de quoi écrire sur moi. Okay. C'est presque une histoire de survie. Ok. Évidemment, j'ai des montagnes de carnets qui ne seront jamais lus et qui serviront jamais à autre chose qu'à ma santé mentale. Mais oui, vraiment, c'est c'est un mode de décharge émotionnelle. Je sais plus quel écrivain disait, j'ai au cœur une bête sauvage qui sort quelques secondes par jour et qui revient avec assez de merveilles pour écrire pendant 1000 ans. C'est quoi vos prochains projets ? C'est accompagner ce livre, La matelote et les funambules, parce que le premier, Partir 66 Nord, est sorti quelques heures avant la fermeture des librairies au moment du Covid. Et du coup, j'ai pas pu le partager comme j'aurais aimé le partager. Donc j'ai envie d'accompagner encore pendant quelques semaines cet ouvrage-là. On part au festival Étonnant Voyageurs avec les éditions Glénat dans quelques jours et c'est une grande chance et un grand plaisir pour moi d'être à ce festival, de rencontrer des montagnards pour parler avec eux aussi de funambulisme, de slackline, de base jump, etc. Et ensuite, je pars naviguer 3 mois sur un bateau traditionnel en rade de Brest, le Dalmad. Il y a les fêtes maritimes en Bretagne cette année. Et cette année, je pars pas dans les glaces. Je reviens d'Afrique. On a fait 2 mois avec 4 copines sur un bateau, 4 copines professionnelles. On s'est appelé les 4 Fantastiques et ça a été vraiment une très belle expérience. Et là, je vais embarquer dans quelques jours pour 3 mois sur un petit bateau humble et plein de sens dans un lieu où il a toujours navigué. C'est une réplique, mais dans la rade de Brest où il travaillait autrefois. J'ai lu aussi, un voilier, c'est pas un avion. Tu ne montes pas dedans et t'attends l'arrivée. Tu dois t'y mettre. Comment on se comporte comme un marin quand on est un simple passager ? C'est pas évident, faut avoir le goût de ça, faut avoir envie.
Puis il faut avoir les moyens parce que le mal de mer, ça touche 90% des gens. Et les premiers jours, souvent, marins ou pas d'ailleurs, mais évidemment encore moins quand on n'a pas l'expérience, quand on n'a pas déjà vécu ça. On n'est juste pas en état d'être marin. On est juste en état d'essayer de ne pas gêner l'équipage, de ne pas en mettre partout, de pas se faire mal. C'est déjà pas mal quand un passager prend soin de lui, panique pas et se fait pas mal. Nous, déjà, on est contents de ça, parce que nous, on peut s'occuper du bateau. Si jamais on est obligé de s'occuper de la personne plus que du bateau, ça devient compliqué pour nous. Donc déjà, c'est pas mal. Et après, il y a énormément d'alpinistes, de montagnards qui sont super contents de voir comment on s'en sort avec ce que eux appellent des cordes et que nous, on appelle des boots. Comment on fait des nœuds, comment on fixe un prussique qu'on appelle autrement, etc. Vous pouvez peut-être nous lire le petit morceau de la page 30 sur justement le corps et le boot, parce que ça avait effectivement retenu mon attention. C'est Léo qui veut vous aider. Orion joue les chevaux de bois sur l'arrière-train de la houle. Le vent a tenu bon, le temps d'éviter les cargos. Depuis qu'ils sont passés, ils musardent. Avec les odeurs de pain grillé et la mer apaisée, les montagnards ressuscitent. Ils nous donnent la main pour préparer le spinnaker, voile reine des petits airs. Ils apprennent vite nos terriens des cimes. À Léo, qui s'intéresse, je détaille la manœuvre. Abrège, je sais m'occuper d'une corde, je fais de l'escalade depuis que j'ai 5 ans. C'est pas une corde, c'est un boot. Pareil, chipote pas. Je ne chipote pas, j'explique. En bas d'une voie d'escalade, tu cries corde pour que les autres ne la prennent pas sur la pomme. Pas boot, que je sache. En mer, c'est pareil. Avec le vent qui emporte la voie et les mouvements qui déséquilibrent le Mikado, chaque ordre doit être précis. C'est un code. On le reconnaît sans le comprendre. Il lève les yeux au ciel. Ça va, je vais m'y mettre. On fait quoi ensuite ? On part affiler la drisse du génois pour l'amener avant de hisser le spi. Quand Léo veut essayer de prendre la main sur le bateau quelque temps, vous dites aussi « comprendre ne suffit pas, il faut ressentir ». Ressentir quoi ? C'est quoi justement la navigation ? Ouh, la grande question. Ressentir qu'on est tout petit et que ça va pas de soi. Et donc pas faire... Comment dire ça ? Je sais pas comment répondre à cette question. Voilà, le mouvement du bateau... Mais non, je sais pas comment répondre. Je suis en échec. Je sais pas comment répondre à ça. Parce que vous le ressentez ? Peut-être parce que je le ressens. Merci infiniment Sandrine d'avoir été aujourd'hui dans le camp de base. Merci au camp de base, c'est un très très beau projet. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.